Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 2 avril. Les forces d'occupation sionistes font un nouveau martyr parmi les Palestiniens. Près de la mosquée Al-Aqsa, une grève générale est décrétée. C'est la troisième en un peu plus de 3 jours. Une nouvelle frappe de l'entité sioniste près de Homs en Syrie fait 5 blessés parmi les soldats syriens. Au Soudan, signature de l'accord entre civils et militaires censé relancer la transition démocratique est reportée au 6 avril en raison de l'absence de consensus sur certaines questions en suspens. Et puis législative en Finlande, la populaire première ministre social-démocrate Sanna Marin tentera d'arracher un deuxième mandat face à ses rivaux de droite et de l'extrême droite. Bonjour à tous. Poursuite des exactions de l'entité sioniste. Les forces d'occupation surarmées ne reculent devant rien quand il s'agit de tuer des civils palestiniens sans défense. Pas plus tard qu'hier, un jeune Palestinien est tombé en martyr, victime des balles des forces d'occupation près de l'une des portes de la mosquée Al-Aqsa. Le comité supérieur de suivi des peuples arabes a décrété une grève générale et a décidé de transformer les funérailles du martyr en une manifestation de masse. Neilaït Hamouda. La horde sauvage sioniste poursuit sa politique de répression ce mois sacré de Ramadan. La spirale de violence ne cesse de s'aggraver. Des morts et des blessés sont quotidiennement dénombrés lors de nouvelles opérations nocturnes menées par les forces d'occupation. Un jeune Palestinien originaire de la ville de Houra a été lâchement assassiné très tard dans la nuit d'hier par des balles sionistes près l'une des portes de la mosquée Al-Aqsa. La population se trouve une nouvelle fois endeuillée et déterminée à poursuivre son combat. Le comité supérieur de suivi des peuples arabes a décrété le deuil et a entamé un mouvement de grève générale en réaction à la répression, touchant ainsi les écoles et les commerces. Le comité de suivi a décidé de transformer les funérailles du martyr en une manifestation de masse contre toutes les politiques d'occupation, d'oppression et de discrimination raciale. Les forces de l'occupation ont ouvert le feu sur Mohamed Al-Hassaibi, 26 ans, après qu'il tentait de défendre une fille palestinienne qui était insultée par les soldats sionistes. Les forces de l'ordre sioniste ont procédé ce matin à des arrestations arbitraires de 2 jeunes Palestiniens dans la ville de Kafr Ne'ma, à l'ouest de Ramallah, dont leurs maisons ont été anarchiquement fouillées et pillées. Rien ne semble arrêter les forces du mal. La ville de Beit Omar a été une nouvelle fois la cible des attaques sionistes. Un jeune Palestinien a succombé à ses blessures, touché par des balles sionistes alors qu'il se trouvait au bord de sa voiture. Les forces d'occupation ont empêché les ambulances palestiniennes de s'approcher de l'endroit. Ajoutant à ces agressions et ces violences, les provocations perpétuelles des colons aidés par les forces d'occupation, dont leur incursion dans l'esplanade d'Al-Aqsa pour y prier, violant ainsi le droit international. Et des dizaines de colons sionistes ont pris une nouvelle fois d'assaut la mosquée sainte d'Al-Aqsa sous haute protection des forces d'occupation sionistes et qui ont notamment fait sortir de force les fidèles de la mosquée. Les forces sionistes ont renforcé leur déploiement à l'intérieur d'Al-Aqsa et à ses portes. Elles harcèlent les jeunes et entravent leur accès à la mosquée. Je vous disais en titre, en Syrie, 5 soldats ont été blessés ce dimanche après minuit lors d'une frappe de l'entité sioniste près de Homs, dans le centre du pays. Il s'agit de la 3e frappe de l'entité sioniste en Syrie en plus de 3 jours après que la capitale Damas a été ciblée 2 nuits consécutives, les 30 et 31 mars, par des raids aériens, le premier blessant 2 soldats syriens.
Sahara occidental, des réunions consultatives ont eu lieu au siège du Parlement européen à Bruxelles entre la coordination européenne pour la solidarité avec le peuple sahraoui et le groupe parlementaire Sahara occidental. Les participants sont revenus sur le principe de la décolonisation du territoire sahraoui confronté aux résolutions onusiennes. La réunion que nous venons d'avoir avec l'intergroupe parlementaire de l'Union sur le Sahara occidental de l'Union européenne a été vraiment très intéressante. On a pu parler des sujets tout à fait actuels, qu'il s'agisse, vous l'imaginez bien, du Maroc Gate et en fait du travail aussi à faire à ce sujet-là pour débusquer partout où c'est possible cette corruption marocaine. Et puis ensuite, nous avons aussi parlé d'une image d'ailleurs très intéressante. Aujourd'hui, si on prend par exemple le fait que la Commission européenne a décidé que les accords Union européenne-Maroc se termineraient définitivement le 17 juillet et qu'il n'y aurait pas de prolongation. Et puis le fait également on allait vers une décision que nous pensons favorable. Donc nous sommes venus au nom de l'association des Amis de la Race, Jacqueline Fontaine et moi, pour rencontrer et prendre contact avec le maximum d'eurodéputés français pour vraiment développer l'information sur le droit des Sahraouis et les actions nécessaires pour que leurs droits soient davantage reconnus et appuyés par l'Union européenne. Parce que de ce côté-là, il y a eu des accords qui ont été signés et qui malheureusement ne donnent pas la voix au Front Polisario notamment, alors que c'est lui qui doit être contacté pour faire des accords avec l'Union européenne. Dans l'actualité également, les correspondantes des quotidiens français Le Monde et Libération au Burkina Faso ont été expulsées de ce pays hier soir, selon leur rédaction qui dénonce une mesure inacceptable et arbitraire. Les deux journalistes sont arrivés ce matin à Paris. Elles avaient été convoquées vendredi à Ouagadougou à la Sûreté nationale. Il leur a ensuite été donné l'ordre de quitter le Burkina Faso dans les 24 heures. Je vous en parlais en titre au Soudan. La signature de l'accord entre civils et militaires censé relancer la transition démocratique a été reportée au 6 avril. La signature initialement prévue hier a été reportée en raison de l'absence de consensus sur certaines questions. En suspens, Khadija Khadaoui. Il semble que la superstition qui entoure le 1er avril ait gagné. Le Soudan, la signature de l'accord politique final, qui devrait initialement se tenir ce samedi, a été reportée de 5 jours, soit au 6 avril prochain, a indiqué le porte-parole du processus politique Khaled Omar Youssef. Si l'accord, rédigé par un comité mixte composé de 11 membres, dont des représentants de l'armée, de l'opposition et un délégué des forces paramilitaires, a été favorablement accueilli par les parties concernées, il reste, cela dit, certains points qui cristallisent les tensions, tels que l'agenda de la réintégration des groupes armés au sein de l'armée du pays, ou encore la possibilité d'ouverture de l'accord à de nouvelles parties, notamment les groupes armés et des organisations politiques ayant auparavant exprimé leur refus du dit accord. Le principal enjeu pour les Soudanais est le retour des civils au pouvoir, une condition bien remplie par l'accord cadre qui préconise une transition civile sur une période de 2 ans qui s'achèverait par la tenue d'un scrutin général. Pour rappel, le 5 décembre dernier, les militaires et civils ont franchi un pas important par la signature de l'accord cadre, visant à mettre fin à la profonde crise politique qui secoue le pays depuis le 25 octobre 2021, date de l'arrivée au pouvoir par la force de Abdel Fattah al-Burhan.
À la direction de l'Europe, les Monténégrins choisissent leur chef de l'État ce dimanche au second tour de l'élection présidentielle qui se joue entre le novice Jakov Milatović et le sortant Milo Djukanović, vétéran de la scène politique du minuscule pays des Balkans. En Finlande, la première ministre Sanna Marin joue une difficile reconduction ce dimanche lors des élections législatives où la dirigeante de 37 ans pourrait être détrônée par la droite, voire les nationalistes anti-immigration. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin dans le pays nordique de 5,5 millions d'habitants où 40% des électeurs ont déjà voté en avance dans un scrutin à fort suspense. Pour la 5e fois en 2 ans, un record dans l'Union européenne, des Bulgares à bout de patience ont commencé à voter ce dimanche afin d'élire leur Parlement. Ce pays de 6,5 millions d'habitants, le plus pauvre de l'Union européenne, s'enfonce dans la crise. Imaginées dans de nombreux scénarios de science-fiction, les menaces de l'intelligence artificielle sur l'humanité sont aujourd'hui bien réelles. Elles sont décriées dans une pétition signée par des centaines d'experts exprimant leurs craintes envers des intelligences artificielles incontrôlables. L'intelligence artificielle, une révolution à haut risque, un sujet signé Safouane Ben Sabri. L'histoire de l'humanité a connu plusieurs révolutions. Il y a eu l'imprimerie, l'industrialisation ou encore la découverte de l'ADN. L'intelligence artificielle pourrait être plus qu'une énième révolution. Pour la première fois de l'histoire, l'homme a créé une intelligence active indépendante de la sienne. C'est justement cette indépendance qui fait la particularité du phénomène. Plus de 1000 experts, dont Elon Musk et le PDG d'Apple Steve Wozniak, ont signé une lettre qui demande un moratoire pur et simple sur la recherche sur l'intelligence artificielle. Les systèmes d'intelligence artificielle dotés d'une intelligence capable de concurrencer celle de l'homme posent de graves risques pour la société et l'humanité. Nous appelons tous les laboratoires d'intelligence artificielle à suspendre immédiatement pendant au moins 6 mois. La lettre aux accents alarmistes met en exergue les dangers représentés par une technologie qui, à long terme, pourrait menacer plus de 300 millions d'emplois dans le monde. Ces derniers jours, des images circulent sur Internet de Donald Trump arrêté par la police, Emmanuel Macron au milieu de manifestants ou encore le pape François en doudoune géante. Point commun de ces images, elles ont toutes été créées par une intelligence artificielle. Des applications telles que Midjourney pouvant créer des photos de toutes pièces dont le réalisme est parfois troublant, pouvant induire en erreur un public non averti, à l'heure des fake news en tout genre. Les politiques sont par ailleurs appelés à prendre en charge la question. Les autorités italiennes ont annoncé vendredi leur décision de bloquer le robot conversationnel ChatGPT. Celui-ci menacerait la confidentialité des données personnelles des utilisateurs. C'est une première, d'autres États pourraient cependant s'en inspirer. Allez, parlons Formule 1 pour finir avec le Grand Prix d'Australie où Max Verstappen de l'écurie Red Bull s'est imposé devant ses rivaux de chez Mercedes et Aston Martin, Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Pendant ce temps, le cauchemar continue pour Ferrari. Le récit de ce Grand Prix est signé Faisal Salah. Le 3e Grand Prix de la saison a été complètement fou et plein de rebondissements. Le double champion du monde s'est offert un premier succès de sa carrière à l'Albert Park. Le Grand Prix d'Australie, 3 drapeaux rouges et des crashs des voitures de sécurité. Au début de la course, Max Verstappen en pole position sur la grille du départ a perdu contre George Russell, mais le pilote de Red Bull a repris la tête rapidement après un drapeau rouge provoqué par l'accident d'Alex Albon au 7e tour. Tandis que le drame de la journée a été signé Russell au 20e tour, le pilote de Mercedes a vu son moteur prendre le feu et l'amener à l'abandon. À Melbourne, le pilote de la Ferrari, Charles Leclerc, poursuit sa descente aux enfers après un nouveau abandon. Le Monégasque est sorti de la course au premier tour au 3e virage. Le pilote de la Ferrari a été frustrant, une collision avec la Lance Stroll d'Aston Martin. Kevin Magnussen a cogné.
Le pilote néerlandais Max Verstappen a réalisé sa première victoire en Australie, alors que le Britannique Lewis Hamilton a décroché la deuxième place et son premier podium de la saison devant Fernando Alonso qui a complété le podium suivi de Sainz et Perez. Cependant, Sainz a été frappé d'une pénalité de 5 secondes pour son affrontement avec Alonso. La Formule 1 entrera maintenant dans une pause de près d'un mois avant de se retrouver sur le circuit de Bakou du 28 au 30 avril pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.